Je suis revenu plutôt d'un voyage d'affaires et l'ai trouvée tenant son ventre de femme enceinte. Ces mains que j'avais caressées pendant 10 ans de mariage, enveloppaient avec une tendresse obscène le renflement arrondi d'une autre. Et moi, Élise Moreau, avocate impitoyable dans les couloirs du palais de justice à Paris, je me tenais là, dans l'ombre du seuil de notre appartement haussmannien du Marais, un couteau de cuisine à la main. Pas pour tuer, non, mais pour trancher net le fil de notre vie commune. Dans un élan que je n'expliquerai jamais, j'ai hurlé un seul mot, traître, et le monde s'est fissuré comme une vitre sous le gel d'hiver. Ce n'était pas la première trahison, mais celle-là était viscérale, charnelle, un coup de poignard en plein utérus de notre histoire. Sophie, cette garce aux cheveux roux et aux yeux de chat, travaillait comme assistante dans mon cabinet. Elle n'était pas seulement enceinte. Elle portait mon enfant, ou du moins ce que j'avais cru être le nôtre, après des années de traitements infertiles que nous avions endurés ensemble, lui et moi, dans les cliniques stériles de la Salpêtrière. J'ai vu rouge, littéralement, et avant que quiconque ne puisse réagir, j'ai lancé le couteau. Pas vers eux, mais vers le mur, où il s'est planté comme une déclaration de guerre. « Explique-toi, Julien », ai-je sifflé, ma voix un venin pur distillé dans les veines de la Seine. Julien, mon mari, l'homme que j'avais défendu dans des procès où il frôlait la prison pour ses magouilles financières, s'est retourné lentement, son visage pâle comme la lune sur les toits de zinc parisiens. Sophie a reculé, protégeant son ventre d'une main tremblante, mais ses yeux brillaient d'une lueur triomphante, comme si elle savait déjà que cette scène était le prélude à ma chute. « Élise, ce n'est pas ce que tu crois, » a-t-il balbutié, mais je savais. Je savais tout, les nuits où il rentrait tard, les textos effacés, les rendez-vous professionnels qu'il partageait avec elle. Et le pire? Le secret qu'il m'avait fait porter comme un boulet. J'avais plaidé coupable pour lui, il y a 5 ans, dans l'affaire des fonds détournés de la banque où il travaillait. J'avais falsifié des documents pour le couvrir, risquant ma carrière, et en échange, il m'avait promis fidélité éternelle. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'a vu naître et me briser. Fille d'un professeur de littérature à la Sorbonne et d'une galeriste du quartier Saint-Germain-des-Prés, j'avais grandi entre les pages jaunies de Proust et les toiles sombres de Soulages, apprenant que la vengeance est un art français, raffiné, impitoyable. Mais ce soir-là, dans notre appartement imprégné d'odeurs de croissants brûlés et de vin renversé, j'ai compris que l'art ne suffit pas, il faut du sang. J'ai ramassé mes affaires. Un sac Louis Vuitton rempli de dossiers et de regrets, et je suis parti dans la nuit pluvieuse, les sirènes des ambulances hurlant au loin comme un chœur grec tragique. Sophie a crié quelque chose sur l'enfant, sur des droits, mais je n'écoutais plus. Mon esprit bouillonnait déjà de plans. Non pas une vengeance brute, américaine, mais une dissection lente, chirurgicale, à la française. Julien paierait. Sophie paierait. Et l'enfant? Ah, l'enfant serait le pivot de ma tourmente. Les jours suivants se sont étirés comme une toile d'araignée sous la pluie automnale de Paris. J'ai loué un studio anonyme près de la Bastille, un antre aux murs lézardés où l'odeur de moisi se mêlait à celle du café noir que je buvais par litre. Mon cabinet d'avocats, Moreau et associés, continuait de tourner, mais je n'y allais que pour les audiences cruciales, évitant Sophie comme on esquive un rat dans le métro. Elle avait pris un congé maternité anticipé, prétextant un stress professionnel, mais les ragots circulaient déjà dans les couloirs lambrissés, l'assistante enceinte du patron, le mari de l'associé principal impliqué. Les collègues me regardaient avec pitié, ces regards obliques typiquement parisiens, mi-compassion mi-jugement, comme si j'étais une héroïne de roman de Simenon, prête à basculer dans le crime. Julien m'a bombardé de messages. Des excuses larmoyantes, des promesses de divorce à l'amiable, des photos d'échographie pour attendrir mon cœur de pierre. C'est ton enfant, Élise. On peut encore, mensonge, encore. J'avais engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ Auvergnat nommé Bertrand, qui traînait ses godasses usées dans les bistrots enfumés de Belleville. Ses rapports étaient clairs. L'enfant était de Julien, conçu lors d'un week-end à Deauville où j'étais censé être en formation à Lyon, un alibi qu'il m'avait fabriqué. Pire, Sophie n'était pas une simple conquête. Elle était sa complice depuis des mois, impliquée dans une nouvelle escroquerie, un détournement de fonds de mon propre cabinet, via des faux contrats immobiliers dans le 7e arrondissement. La rage me consumait, mais je la canalisais en un plan méticuleux. Première étape, isoler Julien. J'ai contacté son patron à la BNP Paribas, un vieil ami de la fac de droit, et glissé anonymement des copies de mails compromettants. Résultat, suspension immédiate pour irrégularité. Il m'a appelé en pleurs ce soir-là, sa voix brisée par le cognac. « Élise, c'est toi? Pourquoi ?» J'ai ri, un rire froid comme le vent sur le pont des Arts. « Parce que tu m'as volé ma vie, Julien. Et maintenant, je reprends la mienne, pièce par pièce. » Sophie, elle, était plus retorse. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite, sur du papier parfumé à la lavande de Provence. Une provocation subtile,
sachant mon aversion pour les sangs artificiels. Chère Élise, je suis désolé pour la douleur. Mais Julien m'aime vraiment. L'enfant aura besoin d'un père. Réfléchis à une garde partagée. Garde partagée? Avec la catin qui avait couché avec mon mari sous notre toit? J'ai brûlé la lettre dans l'évier de mon studio, les flammes dansant comme des démons de Bosch. Mais le feu m'a inspiré. La vengeance ne serait pas physique, mais psychologique, un empoisonnement lent de leur certitude. J'ai commencé par infiltrer leur bulle. Via Bertrand, j'ai appris qu'il s'était installé dans un appartement bourgeois à Passy, avec vue sur la tour Eiffel. Ironique, cette tour qui symbolise l'amour éternel, pour des traîtres. J'ai falsifié une identité, Claire Duval, une consultante en finance bienveillante, et je me suis introduite dans leur cercle via un faux réseau LinkedIn. Nos rencontres étaient anodines. Café au Flore, discussion sur l'immobilier haussmannien. Sophie, gonflée par sa grossesse, se confiait « Julien est si attentionné. Il regrette son mariage. Tu sais. » Élise était possessive. Possessive? J'étais son bouclier, sa complice forcée. Au fil des semaines, j'ai semé le doute. Des rumeurs chuchotées à des « amis communs ». Julien avait une autre maîtresse, une rousse comme elle, enceinte elle aussi. Des photos truquées envoyées anonymement. Sophie, paranoïaque, a commencé à fouiller son téléphone, à accuser. Julien, acculé, a craqué lors d'un dîner que j'avais orchestré. Il a giflé Sophie devant moi, Claire Duval, hurlant sur l'enfant qui n'était peut-être pas le sien. J'ai feint l'horreur, mais intérieurement, je jubilais. La graine était plantée. Pourtant, au cœur de cette toile, un secret plus sombre me rongeait. Il y a 5 ans, quand j'avais pris la faute pour Julien dans l'affaire des fonds, ce n'était pas seulement de l'amour. C'était de la peur. Mon père, ce pilier de la Sorbonne, avait été ruiné par un scandale similaire. Il s'était suicidé en sautant du Pont-Neuf, laissant ma mère dans une dépression qu'il avait emportée 2 ans plus tard. Julien le savait, et il avait utilisé cela comme levier. Si tu ne m'aides pas, Élise, ton nom sera sali comme celui de ton père. J'avais cédé, gavant la justice de mensonges pour le sauver. Et maintenant, il me trahissait avec la même impudeur. La tension montait. Paris, sous son manteau de brume hivernale, devenait mon complice. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient comme des yeux moqueurs, et les cloches de Notre-Dame sonnaient l'heure de la vengeance. J'ai décidé d'accélérer. Une plainte anonyme à la police pour harcèlement prénatal contre Sophie, des textos falsifiés où Julien la menaçait d'avortement. Elle a paniqué, a porté plainte contre lui. Les flics l'ont interrogé, et sous pression, Julien a avoué une partie de l'escroquerie du cabinet. Mon cabinet. J'ai dû intervenir en tant qu'avocate, feignant la loyauté pour le défendre, tout en glissant des preuves accablantes à la juge. C'était le début de la fin pour eux. Sophie a fait une fausse couche stressée, ou du moins, c'est ce qu'elle a prétendu lors de notre confrontation finale, dans un café isolé de Montmartre. Tu as tout gâché, Élise. L'enfant, notre enfant. Ses larmes étaient vraies, pour une fois. Julien, ruiné, dormait à la rue près de la gare du Nord. Mais je n'avais pas fini. Le twist que j'avais planifié révélait publiquement que l'enfant n'était pas de lui. Bertrand avait exhumé un ADN, un amant précédent de Sophie, un client du cabinet que j'avais fait disparaître des radars. La presse s'est emparée de l'affaire, le scandale du Marais, trahison, fausse grossesse et vengeance judiciaire. Les Parisiens débattaient dans les bistrots. Étais-je une victime vengeresse ou une manipulatrice sadique? Certains me voyaient comme une Maigret au féminin, d'autres comme une sorcière des temps modernes. Julien m'a supplié lors d'une audience « Pardon, Élise. J'ai tout perdu. » J'ai souri et murmuré « Non, tu n'as rien perdu. Tu n'as jamais rien eu. » Mais le vrai twist vint la nuit où je rentrais dans notre ancien appartement, vide désormais. Une lettre de Julien. Il s'était suicidé, comme mon père, en sautant du même pont. Sophie, brisée, avait avorté pour de bon et s'était exilée en Provence. Et moi, libre, mais hanté. Étais-je vengeresse ou meurtrière? Paris, indifférente, continuait de bruire. La vengeance avait un goût de cendre, doux amer, typiquement français. Et dans le silence, je me demandais si j'avais gagné, ou si j'avais simplement hérité de leurs ombres. La nouvelle de la mort de Julien m'a frappé comme un coup de butoir dans le ventre, là où Sophie avait porté son mensonge. J'étais dans mon bureau du palais, entouré de piles de dossiers jaunis par l'humidité novembre, quand le téléphone a sonné. C'était Bertrand, sa voix rauque de tabac froid, il s'est jeté, Élise. Pont-Neuf, minuit. Ils disent suicide, mais il a laissé une note. Pour toi. Mon cœur, ce traître, s'est serré. Pas de tristesse, non, mais d'un vertige abyssal, comme si le vide de la Seine m'appelait à le rejoindre. J'ai lu la note plus tard, dans le studio de la Bastille,
sous la lumière crue d'une ampoule qui clignotait comme un œil accusateur. « Élise, tu m'as détruit comme j'ai détruit ton père. Nous sommes maudits. Pardonne-moi, ou maudis-moi éternellement. » Maudit. Le mot résonnait comme un écho de ma propre histoire familiale, ce fantôme paternel que je portais comme une croix. Mon père, Étienne Moreau, n'avait pas seulement sauté. Il avait été poussé, par des rumeurs orchestrées par un collègue jaloux, un certain Laurent Duval, qui avait pris sa place à la Sorbonne. Ironie du sort. Duval était le père biologique de l'enfant de Sophie, d'après les tests ADN que Bertrand avait subtilisés. Le cercle se refermait, tordu comme les gargouilles de Notre-Dame. Sophie, apprenant la nouvelle, m'a traqué jusqu'à mon studio. Elle a tambouriné à la porte à 2 heures du matin, sa silhouette émaciée encadrée par la lueur jaunâtre des réverbères. « Ouvre, salope, c'est ta faute. » J'ai ouvert, un verre de Bordeaux à la main, un Margaux 2010, pour noyer les remords qui pointaient. Elle est entrée comme un ouragan, les yeux rougis, les cheveux en bataille. « Julien est mort à cause de toi. Tu as tout manigancé, tes rumeurs, tes preuves falsifiées. » J'ai ri, doucement, en lui tendant le verre. « Bois, Sophie. Le vin aide à digérer les vérités amères. L'enfant n'était pas de lui. C'était de Laurent Duval. Ton patron d'avant, celui qui t'a engagé pour tes charmes. » Son visage s'est décomposé, passant du rouge de la colère au blanc de la craie. Duval, ce porc quinquagénaire aux moustaches jaunies, avait été son amant lors d'un stage à la fac. Elle avait cru que Julien était une ascension sociale. En réalité, c'était une chute. « Tu mens », a-t-elle murmuré, mais ses mains tremblaient. J'ai sorti les rapports ADN, imprimés sur du papier glacé, et les ai étalés sur la table bancale. « Lis. Et souviens-toi, c'est toi qui as commencé, en couchant avec mon mari sous mon toit. Tu as volé mon futur, Sophie. Maintenant, je reprends ce qui m'appartient. » Elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant, et pour la première fois, j'ai vu la femme derrière la garce. Une fille de province, ambitieuse, piégée dans les filets de Paris. Une part de moi, la Élise qui lisait Balzac enfant, a voulu la consoler. Mais l'autre, forgée dans les tribunaux impitoyables, a murmuré « Pars !» avant que je n'appelle la police pour complicité dans l'escroquerie. Elle est partie en titubant, laissant derrière elle une traînée de parfums bon marché et de désespoir. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Les ombres du studio dansaient, et je me suis surprise à caresser mon ventre plat, imaginant l'enfant qui n'avait jamais existé. Les semaines suivantes ont été un tourbillon judiciaire. L'affaire Julien a éclaboussé les médias. Le Monde titrait « Suicide d'un banquier, ombre d'une vengeance conjugale » et les chroniques People de Paris Match spéculaient sur mon rôle, l'avocate fatale du Marais. Mes collègues, ces hyènes en tailleur, me snobaient lors des pauses café au tribunal, mais en privé, certains admiraient « Tu l'as eu, Élise. » Net et précis, comme un bon Bordeaux. J'ai défendu l'héritage de Julien, ou plutôt, ce qu'il en restait, pour m'assurer qu'aucun sou ne tombe dans les mains de Sophie. Les notaires, ces gardiens austères des testaments, ont confirmé, tout à moi, avec une clause étrange, si Élise pardonne, que la maison revienne à l'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Ironie posthume. Mais la vengeance n'était pas achevée. Duval, sentant le vent tourner, m'a contacté. Un appel anonyme, « Moreau, j'ai entendu pour ton mari. Et pour Sophie. On peut discuter ? Chez moi, à Saint-Germain. » J'ai accepté, curieuse. Son appartement était un musée du snobisme. Tableaux de Klein sur les murs, livres reliés de la Pléiade intouchée. Il m'a accueilli avec un sourire carnassier, un verre de champagne Dom Pérignon à la main. « Élise, tu es une femme remarquable. Comme ton père. » Il était brillant, mais faible. J'ai dû l'écarter. Pour le bien de l'université. Avait-il dit cela? Oui, et plus. Il avait su pour l'enfant de Sophie, l'avait encouragé à piéger Julien pour un partenariat financier. Tout était lié, une toile d'araignée où j'étais le centre. La nuit là-bas a été un duel verbal, un tango macabre sous les lustres en cristal. « Tu veux vengeance pour ton père ?» a-t-il ricané. « Prends-la. Mais Sophie est à moi. » J'ai sorti un enregistreur de mon sac, classique, mais efficace. Ses confessions coulaient comme du poison. Chantage, corruption, le suicide orchestré de mon père via des rumeurs plantées. J'ai quitté l'appartement à l'aube, les bandes magnétiques brûlantes dans ma poche. Duval paierait le prix fort. Un procès pour diffamation posthume, réouverture de l'enquête sur mon père. Sophie, entre-temps, avait fui en Provence, chez sa sœur à Aix-en-Provence. J'ai engagé un avocat local pour la traquer légalement. Restitution des fonds détournés, plus dommages pour trahison professionnelle. Elle m'a écrit une dernière lettre. Tremblante, je ne suis pas une monstère. J'étais amoureuse.
Pardonne-moi, Élise, pour l'enfant que nous aurions pu partager. Partager? Jamais. Mais la graine du doute germait. Et si j'avais été trop loin? Paris, en décembre, s'habillait de lumière festive, mais pour moi, c'était un carnaval de masques. Les amis d'enfance, ceux du 6e arrondissement, m'invitaient à des dîners, curieux de glaner des détails juteux. Raconte, Élise. Comment as-tu su pour la rouquine? Je souriais, dévidant une version édulcorée, mais intérieurement, la tension montait. Le procès contre Duval approchait, et avec lui, le risque que tout se retourne contre moi. Après tout, j'avais falsifié pour Julien un crime non prescrit. Le procès contre Laurent Duval s'ouvrait sous un ciel de plomb, typique de ce Paris hivernal où la pluie fouette les façades haussmanniennes comme des lanières de fouet. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris bourdonnait d'un mélange d'avocats en robe noire, de journalistes aux stylos affûtés et de curieux friands de scandales familiaux. J'étais assise au premier rang, non comme avocate cette fois, mais comme plaignante, mon tailleur Chanel gris-perle contrastant avec la pâleur de mon visage. Duval, cet homme aux tempes grisonnantes et au regard de serpent, me fixait d'un air suffisant, flanqué de son propre conseil, un jeune loup de province qui croyait encore à l'innocence. La juge, une femme austère nommée Martine Lefebvre, aux lunettes en écaille rappelant les portraits de la Révolution, a ouvert l'audience d'une voix tranchante. Affaire Moreau contre Duval, réouverture pour diffamation et incitation au suicide. Madame Moreau, votre déclaration. J'ai monté à la barre, le cœur battant un rythme de valse funèbre. Honorable juge, Monsieur Duval n'a pas seulement détruit mon père, il a empoisonné ma vie entière. Via des rumeurs, il a poussé au désespoir. Et aujourd'hui, ses manigances se prolongent. Chantage sur mon ex-mari, manipulation d'une employée vulnérable. J'ai joué les bandes, sa voix nasillarde emplissant la salle. Étienne était faible, j'ai dû l'écarter. Un murmure a parcouru l'assemblée. Duval a blêmi, son avocat bondissant, objection. Preuves obtenues illégalement. Mais Lefebvre a balayé l'objection d'un geste sec. Les preuves étaient solides. J'avais veillé à cela, via des canaux légaux cette fois. Sophie, citée comme témoin, est apparue par visioconférence depuis Aix, son visage amaigri encadré par des volets provençaux. Oui, Duval m'a forcé à séduire Julien. Pour un investissement immobilier frauduleux. L'enfant, c'était une erreur, un piège. Ces mots, hachés par les sanglots, ont scellé son sort, inculpé pour complicité. Le procès a duré 3 jours, un marathon de témoignages et de contre-interrogatoires où Paris s'est délecté de ses propres vices. Les journaux titraient « La malédiction des élites, du suicide sorbonnard à la vengeance maraîchine ». J'ai croisé Duval dans un couloir, son parfum de vieux tabac me donnant la nausée. « Tu as gagné cette bataille, Élise, mais la guerre? Ton père serait fier ou horrifié. » J'ai souri, il est mort pour rien. Toi, tu vivras avec le poids. 10 ans, Duval. Au moins. Verdict, 18 mois avec sursis pour diffamation, plus 5 ans pour corruption financière. Pas la prison ferme, mais une ruine sociale, exclusion de la Sorbonne, amende ruineuse. Sophie a écopé de 2 ans probation, obligée de rembourser les fonds. Elle m'a appelé après « Merci, Élise ». Pas pour la punition, mais pour la vérité. Je pars en Amérique du Sud. Adieu. Sa voix était libérée, presque reconnaissante. Était-ce la fin? Non. La vengeance, comme un bon vin, demande du temps pour aérer. De retour dans mon studio, j'ai fouillé les affaires de Julien, ces reliques que j'avais stockées dans des cartons moisis. Une lettre jaunie, datée d'il y a 7 ans, « Élise, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. » Le détournement n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour nous guérir, des traitements infertiles, de ton deuil paternel. J'ai volé pour payer un spécialiste à l'étranger. Pardonne-moi. Mon estomac s'est noué. Et si Julien n'était pas le monstre que j'avais peint? Les traitements, ces piqûres douloureuses à la salpêtrière, nos nuits blanches il avait essayé, à sa façon tordue. La tension grimpa quand un inspecteur de la PJ frappa à ma porte. « Madame Moreau, nouvelle enquête. Sur le suicide de votre mari. Des indices pointent vers provocation. » Mon sang se glaça. Bertrand? Non, il était clean. Mais Sophie, dans sa bitterness, avait-elle glissé un indice? Ou Duval, en riposte? Paris, ville de complot, se resserrait autour de moi comme les anneaux d'un boa. J'ai fui vers la campagne, un week-end à Giverny, chez des amis peintres, pour respirer l'air des coquelicots de Monet. Là, sous un ciel normand capricieux, j'ai pleuré pour la première fois, pas pour Julien, mais pour l'Élise que j'avais enterrée. De retour, l'enquête s'intensifia. Des témoignages anonymes, moi, envoyant des messages menaçants à Julien avant sa mort. Faux, bien sûr, mais fabriqués avec soin,
Un allié de Duval, peut-être. J'ai contre-attaqué en engageant un profilé, un psy de la crime, qui disséquait les âmes comme des cadavres. Vous êtes en train de devenir ce que vous haïssez, Élise. La manipulatrice. Ces mots me hantaient lors de mes marches solitaires le long de la Seine, où les touristes ignares prenaient des selfies devant les bouquinistes. Le chaos trao approchait, une confrontation finale avec Duval, dans son appartement vidé par les huissiers. Il était là, seul, un pistolet sur la table, pas pour moi, mais pour lui. Finissons en « Élise. Tue-moi, ou laisse-moi me tuer. Comme ton père. » J'ai hésité, le canon froid contre ma tempe quand il l'a pressé. Appuie, Duval. Libère-nous. Mais j'ai refusé. Au lieu, j'ai enregistré sa confession ultime, j'ai tué ton père, indirectement. Et Julien, c'est moi qui l'ai poussé, via Sophie. Pour te briser complètement. La confession de Duval était la clé, mais elle portait en elle le poison d'une bombe à retardement. J'ai transmis l'enregistrement à Lefebvre, la juge, qui a rouvert l'enquête sur le suicide de mon père. Un dossier poussiéreux des archives de la préfecture, marqué « classé sans suite ». Paris, cette machine à broyer les secrets, s'est remise en marche. Perquisition au domicile de Duval, interrogatoire musclé à la PJ du quai des Orfèvres. Lui, incarcéré provisoirement à la Santé, hurlait son innocence depuis sa cellule, mais les preuves s'accumulaient comme la neige sur les toits du Louvre. Moi, je naviguais en eau trouble. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, Julien sautant, son corps heurtant l'eau noire, mon père, spectral, tendant une main accusatrice, Sophie, le ventre rond, riant d'un rire de gorgone. Je buvais trop, des nuits entières dans des bars cachés de Pigalle où les accords de Piaf couvraient les confessions des âmes perdues. Un soir, un inconnu m'a abordé. « Élise Moreau ? On m'envoie. Duval propose un marché, retire les charges, et je te donne le dossier complet sur ton mari. » Il n'était pas clean. J'ai suivi l'homme dans une ruelle, le cœur cognant. C'était un piège, pas de Duval, mais de Sophie, revenue incognito. Elle surgit de l'ombre, un manteau noir la rendant fantomatique sous les néons roses. Surpris, « Élise, je n'ai pas fui si loin. » Sa voix était un fil barbelé. « Duval m'a tout dit. Tu as falsifié pour Julien. Si tu me poursuis, je témoigne contre toi. Complicité de fraude. Prison, Élise. Pour de bon. » Le chantage inversé. J'ai ri, amer. Et ton rôle, Sophie? La fausse couche, les fonds volés? On tombe ensemble. Elle a secoué la tête, des larmes perlant. Pas moi. J'ai un enfant maintenant, adopté, en secret. Au Chili. Une nouvelle vie. Laisse-moi partir. L'hésitation m'a foudroyé. Une nouvelle vie? Pour elle, la traîtresse? Mais en elle, je voyais mon propre reflet, brisé, cherchant rédemption dans l'exil. Va, ai-je murmuré. Mais si tu reviens, je t'achève. Elle est partie, engloutie par la nuit parisienne, et je me suis senti vide, comme après un orgasme trop bref. L'enquête sur mon père avança, des lettres exhumées, prouvant le chantage de Duval. Le Monde publia un dossier, la Sorbonne maudite, un suicide qui entre 30 ans après. Ma mère, si elle avait vécu, aurait été vengée. Mais le prix? Mon nom, éclaboussé. Les clients fuyaient mon cabinet, les amis se faisaient rares. Seul Bertrand, fidèle limier, me soutenait « Tenez bon, patronne. C'est la fin du tunnel. » Pas tout à fait. Le twist surgit lors d'une perquisition. Dans les papiers de Julien, un testament caché. Non pas à moi, mais à Sophie, pour l'enfant que nous aurions dû avoir. Et pire, preuve que Julien avait su pour Duval depuis le début et m'avait utilisé comme appât pour l'attirer dans le piège financier. Il m'avait manipulé, moi, sa femme, comme un pion. La rage revint, purifiée, aiguisée comme une lame de guillotine. J'ai confronté les restes de l'Empire Duval, une vente aux enchères de ses biens à Drouot. Là, parmi les toiles et les livres, j'ai acheté le portrait de mon père, une huile anonyme, ses yeux tristes fixant l'éternité. Ce soir-là, dans le studio, j'ai bu à sa santé et planifié la touche finale. Une donation anonyme des fonds récupérés à une association pour victimes de chantage familial. Pas pour racheter mon âme, mais pour la libérer. Sophie m'envoya une carte postale du Chili, une plage dorée, un bébé anonyme. Merci pour le silence. Peut-être un jour, on se pardonne. Peut-être. Paris, indifférente, fleurissait en printemps, les marronniers du boulevard Saint-Michel explosant en bouquets blancs. Mais la tension persistait, l'enquête sur moi, pour la falsification, pendait comme une épée. L'été 2026 enveloppait Paris d'une chaleur moite, celle qui fait fondre le bitume des boulevards et exacerbe les rancunes enfouies.
L'enquête sur ma falsification pour Julien approchait de son apogée. Convocation à la PJ, où un commissaire bedonnant, prénommé Henri, me cuisait à petit feu dans une salle aux murs jaunis par la nicotine. Madame Moreau, vous avez admis avoir altéré des documents en 2020. Preuves accablantes. Que plaidez-vous? J'ai levé les yeux, calme comme la Joconde, la vérité, commissaire. Amour toxique, chantage familial. Mais oui, coupable. Poursuivez-moi. Le scandale éclata, l'avocate vengeresse devant la justice. Les débats firent rage, au café de Flore, on me traitait de martyr, sur les forums du Figaro, de criminelle calculatrice. Lefebvre, la juge, prit l'affaire, un procès express, en septembre, sous les feuilles roussies des Tuileries. Sophie témoigna à distance, sa voix chevrotante, « Élise n'est pas un monstre. Elle a souffert. Comme nous toutes. » Duval, depuis sa cellule, envoya un mot, « Tu as gagné. » Mais à quel prix? Verdict, sursis probatoire, 3 ans, avec obligation de thérapie et de travaux d'intérêt général, défendre pro bono des victimes de violences conjugales. Pas de prison, mais une humiliation publique. Étais-je brisé? Non. Libéré. Le twist final vint dans la salle d'audience, quand Lefebvre murmura en aparté, « Votre père n'a pas sauté seul, Élise. Julien avait des dettes envers Duval, et votre aide c'était un sacrifice noté. Vous êtes innocente aux yeux de la loi morale. » Paris m'accueillit de nouveau, cicatrice au vent. J'ai vendu l'appartement du Marais, gardé le studio comme sanctuaire, et repris mon cabinet sous un nouveau nom, Ombre et Justice. Bertrand devint associé, sa loyauté un baume. Sophie, une carte annuelle du Chili, avec photo d'un enfant aux yeux verts. Les miens? Non, mais un rappel que la vie persiste. La vengeance achevée, je marchais le long de la Seine au crépuscule, les lumières des ponts dansant sur l'eau. Avais-je eu raison? Les lecteurs, vous jugerez, héroïne ou vilainesse. Pour moi, c'étaient les deux, entrelacés comme les amants de Rodin. Et dans le silence, je sus, la vraie trahison était l'illusion de l'amour éternel. Mais la résilience, c'était français, pur, indomptable. Fin.